D'accord. Ah ouais. Simple, elle est connue aujourd'hui grâce au progrès de la science. Tout part de cette anomalie génétique qu'on trouve, qui est suivant, qu'on trouve au niveau du gène bêta de l'hémoglobine porté sur le chromosome 11. Et là, au niveau nucléaire, docteur Hugo, si vous pouvez changer, très bien. Au niveau nucléaire, nous avons un remplacement de l'adénine par la thymine au niveau du 6e codon du gène bêta S. C'est ainsi que lors de la traduction des protéines, des acides aminés pour la synthèse des protéines, l'information qui quitte le noyau, transportée par l'ARN messager, qui arrive au niveau du cytosome, du cytoplasme, cette information est erronée. Pourquoi? Parce qu'au niveau du 6e codon, il y a le remplacement de l'acide glutamique par la valine. La valine est une molécule hydrophobe qui confère à l'hémoglobine S toutes les propriétés de polymérisation qui caractérisent cette maladie. Conséquence, en période de manque d'oxygénation, c'est-à-dire déoxygénation, nous assistons à ce qu'on appelle une polymérisation de l'hémoglobine S. Je vous ai expliqué la fois passée, je n'entrerai plus dans le détail, et c'est très important parce que cette polymérisation de l'hémoglobine S va justifier la déformation de du globule rouge qui perd sa forme biconcave et prend la forme d'un fossile et qui va obstruer les petits vaisseaux, notamment au niveau des vénules postcapillaires. Il va s'en suivre une hémolyse parce que le globule rouge déformé va être détruit et puis il y aura ce qu'on appelle la crise vaso-occlusive parce qu'il y aura obstruction vasculaire avec toutes les conséquences d'hypoxie qui va aggraver encore la polymérisation, former ainsi un cercle vicieux. Dia suivant. Alors, aujourd'hui, il est très important de relever que la plupart des patients drépanocytaires n'ont toujours pas la même expression clinique. J'ai des patients drépanocytaires qui sont tous de la même fratrie. Par exemple, là, j'ai deux jumeaux, donc une jumelle et son jumeau. Et la jumelle a une expression qui est quand même assez sévère, mais moins sévère comparée au garçon, son frère. Donc, du coup, il y a comme ce qu'on appelle une variation de l'expression clinique de la drépanocytose. Et ça, vous devez être très important, vous devez comprendre ça, c'est une notion très importante, vous devez être très prudent. Parce qu'on peut vous présenter un drépanocytaire, les parents vont dire, attention, lui, c'est un S dominant. Parce qu'il est AS, mais avec S dominant, il fait moins des crises, tout ça. Il faut faire attention. C'est peut-être parce qu'il a un taux élevé d'hémoglobine fœtale comparativement aux autres membres de la même fratrie, et ce qui module un peu l'expression clinique de sa maladie. Donc, il y a ça, ce qu'on appelle aujourd'hui des gènes modulateurs de la drépanocytose par effet épistatique et qui essayent de réduire la sévérité de la maladie. Nous avons premièrement l'alpha-thalassémie. Elle est très fréquente en Westaph, hein, docteur Liliane pourra vous en parler. On a beaucoup de patients drépanocytaires dans le Westaph qui sont S-bêta-0-tal, S-bêta-plus-tal et parfois qui sont alpha-tal. Associée à la drépanocytose. L'avantage de l'alpha-thalassémie, c'est qu'elle réduit la concentration de l'hémoglobine S, d'autant plus que l'alpha-thalassémie réduit la concentration de l'hémoglobine. Or, le patient drépanocytaire n'a que de l'hémoglobine S, donc du coup, la quantité de l'hémoglobine S étant réduite, il polymérise de moins en moins son hémoglobine S et ne fait pas trop de crises. Et là, on le suspecte comment? On a ce qu'on appelle le VGM qui est réduit. Le VGM, c'est le volume globulaire moyen qui est réduit. Après, nous avons les gènes gamma, c'est-à-dire l'hémoglobine fœtale. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure. L'hémoglobine fœtale joue un rôle important parce que le taux élevé de l'hémoglobine fœtale réduit les risques de sévérité de la maladie chez un drépanocytaire. Et l'hémoglobine F elle-même est influencée, sa synthèse est influencée par différents locus qui sont portés sur différents chromosomes dont on a parlé la fois passée. Et à côté de ces gènes gamma qui synthétisent l'hémoglobine F, nous avons les haplotypes. Nous avons parlé tout à l'heure des meilleurs haplotypes qu'on a dans la drépanocytose, c'est l'haplotype sénégalais, et puis l'haplotype arabo-indien. J'ai été il y a 10 ans en Inde, j'ai vu des patients drépanocytaires de 79 ans et qui avaient une forme moins sévère. D'autant plus qu'en Inde, les personnes
drépanocytaires ont des taux d'hémoglobine F très élevés de par les haplotypes, donc ce qui réduit un peu la sévérité comparativement aux patients drépanocytaires africains. Il y a aussi l'environnement qui est important, la pauvreté, la pollution, tout ceci joue aussi en défaveur des patients drépanocytaires vivant en Afrique subsaharienne. Alors, quelle est la démarche diagnostique pour vous qui êtes clinicien? Quand vous avez un patient drépanocytaire, premièrement, il faut s'appuyer sur l'anamnèse. L'anamnèse, elle est personnelle, elle est orientée vers la personne, mais elle est également familiale. Posez la question, est-ce qu'il y a des enfants qui ont eu de problèmes des transfusions des sangs dans la famille? Est-ce qu'il y a des enfants qui sont drépanocytaires ou qui ont des crises douloureuses, donc des vaso-occlusions? Il faut poser toutes ces questions. Il faut poser la question aussi sur les origines ethnogéographiques, c'est important. Par exemple, aujourd'hui, en Kinshasa, on a de plus en plus de Westaf qui se marient aux Congolaises. Ils peuvent aussi présenter des tableaux de S-bêta-0 tal ou des S-bêta plus tal. Alors là, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand vous faites l'électrophorèse de l'hémoglobine, vous avez la maman qui est AS, vous avez le papa qui est AA. En réalité, le papa est AA parce que la maman, ce n'est pas parce que la maman a trompé, mais c'est parce que le papa est bêta-thalassémique. Donc ça, c'est très important de poser la question. Vous pouvez me remettre sur les liens, docteur Igor, très bien. Après, vous avez la notion des antécédents familiales qui est aussi important. Il faut poser la question, les nombres d'anémies, les décès, l'origine ethno-géographique. Est-ce qu'il y a des ascendants non congolais? Parce qu'il faut rechercher la présence d'hémoglobine C et puis l'hémoglobine E, et qui, de plus en plus, on les trouve dans nos milieux. Ensuite, il faut passer l'examen clinique qui doit être minutieux et complet. L'examen doit consister, ce que vous faites déjà bien, c'est regarder la morphologie de l'enfant. Vous devez regarder sa coloration des conjonctives palpébrales, bulbaires, et puis vous descendez la dentition, vous allez palper l'abdomen à la recherche d'une grosse rate ou d'un gros foie. Et puis, vous allez voir, il y a des signes qui ne trompent pas. Par exemple, le cognatisme et des bosses frontales qu'on trouve généralement chez certains patients drépanocytaires. Ça, par exemple, des patients suivis à Montcollet. C'est des patients qui présentent des dysmorphies crânio-faciales avec des proéminences fétales et qui, justement, expliquent cette hypoxie chronique, donc hypoxémie chronique, qui stimule la synthèse des hormones de croissance, qui intéressent les os plats, qui expliquent toutes ces déformations osseuses à laquelle nous assistons. On peut aussi avoir le morphotype du drépanocytaire, dia suivant. Les morphotypes du drépanocytaire, nous avons par exemple cette petite drépanocytaire et qui a une grosse rate, apparemment l'hypersplénisme, et vous voyez, il est un peu cacheptique parce qu'à cause de son tableau hémolytique profond et qui explique aussi un retard de croissance. Alors, le premier symptôme de la drépanocytose apparaît à l'âge de 6 mois. Si les premiers symptômes apparaissent avant 6 mois, c'est un indicateur important. Ça veut dire que la personne, l'enfant drépanocytaire, synthétise un faible taux d'hémoglobine F, c'est-à-dire qu'il a un faible taux d'hémoglobine F. Et donc, ça, c'est très important. Donc, il faut toujours poser la question aux parents, quel était l'âge de la première crise drépanocytaire? Si c'est avant 6 mois, dites-vous que vous êtes en face d'un enfant qui présente une forme sévère de la maladie. Ensuite, il faut penser aux autres symptômes. Il y a une grosse rate, il y a parfois des déformations des jambes, on a des infections à répétition, on a des douleurs osseuses, et tout ceci rentre dans ces syndromes cliniques de la drépanocytose. Ensuite, on passera au laboratoire, le bilan biologique. Le bilan biologique, il faut absolument faire une prise de sang, il faut faire un hémogramme. L'hémogramme, vous allez rechercher les éléments suivants, l'hémoglobine, hématocrite, globules rouges, les indices, très importants, les indices, donc VGM, TSMH, je vous expliquerai pourquoi. Les réticulocytes est très important parce qu'il est le reflet de la production médulaire. Le globule blanc, attention, chez les drépanocytaires, il faut le corriger. Pourquoi il faut le corriger? Parce que la moelle drépanocytaire produit beaucoup plus d'érythroblastes pour compenser l'anémie en périphérie, si bien que ces érythroblastes sont déversés dans la circulation périphérique et peuvent être considérés à tort pour des globules blancs. Donc, du coup, les techniciens de laboratoire les savent, je pense Bernard
au cinquantenaire le connaît très bien. Il faut corriger le taux des globules blancs pour pouvoir être sûr que vous n'êtes pas à tort et à travers de considérer des érythroblastes pour des infections. Il faut rechercher la malaria, il faut regarder également les taux des plaquettes. Quand vous envoyez la lame au laboratoire, vous avez ce qu'on voit ici, les drépanocytes, vous voyez les cellules déformées. Ça, c'est au microscope. Donc, dans le sang d'un enfant drépanocytaire, on a deux sortes de globules rouges. On a les globules rouges normaux, que vous voyez là, et puis les globules rouges qui sont falciformés. Vous voyez, les globules rouges qui sont déformés. Donc, alors, quels sont les moyens diagnostiques dans nos contextes à nous? On a des tests de solubilité qu'on fait généralement. C'est un test quand même assez intéressant qui permet de discriminer déjà le patient SS du patient AS, ensuite du patient AA. Après, nous avons la confirmation qui doit être faite sur l'électrophorèse de l'hémoglobine, comme vous pouvez le voir sur la diapo suivante. On a l'électrophorèse de l'hémoglobine qui confirme la présence de l'hémoglobine S et vous donne les proportions ou les pourcentages des différentes fractions de l'hémoglobine. À côté de l'hémoglobine, de l'électrophorèse de l'hémoglobine, nous avons ce qu'on appelle la chromatographie, qu'on appelle l'HPLC. La chromatographie est également une autre technique des diagnostics qui permet de ressortir également les différents pourcentages des différentes fractions de l'hémoglobine, en vous donnant le taux, par exemple, d'hémoglobine F, le pourcentage. Quand j'ai mes patients drépanocytaires que je revois pour la première fois, je demande impérativement cet examen d'électrophorèse de l'hémoglobine pour regarder les différentes fractions de l'hémoglobine. Et je note déjà le taux d'hémoglobine F des bases et je note également le pourcentage d'hémoglobine S et je regarde le taux d'hémoglobine A2. Ça, c'est très important parce que l'hémoglobine A2 vous permet de poser les diagnostics soit d'alpha-thalassémie ou de la bêta-thalassémie. À côté de la chromatographie, il y a ce qu'on appelle l'isoélectrofocalisation, dia suivante. Et ça, c'est aussi une technique qui est assez simple. Et cette technique fait recours à ce qu'on appelle les papiers buvards. Dia suivant, le papier buvard qui va vous permettre de collecter une grosse goutte de sang. Et la grosse goutte de sang va être déposée sur ces papiers qui sera analysé. Et dia suivant, vous avez les résultats de l'isoélectrofocalisation et qui vous confirme certains patients ASS ou AS. Alors, je vous ai déjà dit que le premier signe d'appel, dia suivant, c'est le gonflement des mains et des pieds qu'on appelle les syndromes mains-pieds. Les parents, parfois, ne connaissent pas la maladie. Ils pensent ou ils accusent à tort la nounou ou les grands frères ou la grande sœur d'avoir fait tomber le bébé. Donc, dès que vous avez ça, ce sont des signes d'appel. Et recherchez également la présence d'une petite rate qu'on appelle des Québécois et qui accompagne généralement cette maladie. Ensuite, une fois que le diagnostic est posé, il faudrait apprendre aux parents à palper la rate. C'est très important parce que la rate, dans les conditions normales, n'est pas augmentée de volume, mais lorsque vous avez un drépanocytaire qui est connu et les parents ont été initiés à la palpation de la rate, vous amenez un enfant avec une grosse rate, vous pouvez déjà suspecter d'emblée une crise de séquestration splénique, laquelle crise indique automatiquement la transfusion sanguine. Et puis, on peut assister dans certaines formes de la drépanocytose, surtout dans la version hémolytique, des grosses splénomégalies monstrueuses. Et là, c'est ce qu'on appelle l'hypersplénisme. Nous avons des crises douloureuses qui intéressent, dia suivant, les adultes, les enfants, les adultes aussi, et qui se tordent de douleur et qui motivent justement la consultation à l'hôpital. Nous avons également les complications hépatobiliaires. Les complications hépatobiliaires sont connues. Il faut rechercher ce qu'on appelle des crises de séquestration hépatique. C'est très fréquent. Moi, j'en ai vu 2-3 au CMK. Et puis, il y a aussi à côté ce qu'on appelle des crises cholécystiques. Étant donné que c'est des enfants drépanocytaires qui hémolysent régulièrement, il y a comme un dépassement de la conjugaison de la bilirubine, ce qui favorise justement la formation des petits calculs au niveau de la voie biliaire, donc au niveau de des voies biliaires principales et même secondaires, et on assiste à des scénarios de cholécystite, et parfois on a des migrations qui entraînent même une
cholangites, angiocolite ou cholangite, c'est très fréquent et là, vous pouvez les suspecter, surtout lorsque vous avez de l'ictère qui s'aggrave, alors que la cholécystite n'aggrave pas l'ictère. Ça, c'est très important, c'est le diagnostic différentiel entre une cholécystite et puis une angiocolite. Et nous avons des complications pulmonaires. Les complications pulmonaires sont très fréquentes. En cette période, il faut faire très attention. J'ai eu 3 patients drépanocytaires au CMK avec COVID-19 positifs et qui ont eu de gros syndromes thoraciques. On avait pratiquement les mêmes tableaux. Vous pouvez voir des poumons qui deviennent complètement blancs et ce qui nécessite vraiment une meilleure prise en charge dans une unité de prise en charge intensive. Il y a les ostéomyélites qui sont très fréquents chez les drépanocytaires, d'autant plus que les patients drépanocytaires ont des altérations du système des compléments. Ils ont un problème, ils ne savent pas faire ce qu'on appelle des phénomènes d'opsonisation et du coup, ils sont très fragiles vis-à-vis des germes encapsulés, notamment les pneumocoques, l'hémophilus influenzae. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de les vacciner. Ils doivent avoir des vaccins spécifiques. Et n'oubliez pas aussi un germe qui est très fréquent, c'est les salmonella. Alors, nous avons aussi des complications ostéo-articulaires à côté des ostéomyélites. On a eu plein de patients qui ont eu des arthrites au niveau du coude. Et nous avons également ce qu'on appelle des nécroses aseptiques de la tête fémorale ou de la tête humorale. Nous avons aussi des complications vertébrales, où on parle des vertèbres des poissons. Et à côté de ces vertèbres, de ces complications vertébrales, il faut aussi rechercher ce qu'on appelle un mal d'épaule. Il existe des complications neurologiques dans la drépanocytose. N'oubliez pas, je vous ai dit que la drépanocytose, on a 2 expressions cliniques. On a une expression, je vous en ai parlé la fois passée, donc il y a l'expression clinique ou les sous-phénotypes vaso-occlusifs chez des drépanocytaires, ce sont des drépanocytaires qui ont des taux d'hémoglobine de base légèrement élevés et qui font moins de crises anémiques et qui ne sont pas trop transfusés. Et à côté, nous avons des patients drépanocytaires qui sont polytransfusés parce qu'ils ont un sous-phénotype hyperhémolytique. Comme ils ont des taux d'hémoglobine très bas, ils feront l'AVC. C'est comme ça que c'est une des complications neurologiques qu'il faudrait rechercher. Il y a aussi ce qu'on appelle des troubles cognitifs et des retards d'apprentissage. Donc, c'est très important d'évaluer aussi les capacités intellectuelles ou les quotients intellectuels du patient drépanocytaire. Ils ont des ulcères malléolaires. J'ai eu récemment une petite patiente de 20 ans qui avait des ulcères malléolaires qui traînaient depuis 3 mois. À la fin, nous avons fait ce qu'on appelle une greffe cutanée, c'est-à-dire on a enlevé une partie de la peau au niveau de la fesse qu'on a greffée en espérant que ça ne pourra pas récidiver. Mais ce qui est quand même important de souligner, c'est que assez souvent, on a des cas de récidive des ulcères malléolaires. Et quand on a des ulcères malléolaires, c'est très important de faire une prise en charge multidisciplinaire. Il faut associer des orthopédistes, mais aussi des chirurgiens plastiques. Et là, ma petite patiente est sortie de l'hôpital toute contente et j'ai réduit sa dose d'hydréa et elle est constamment suivie en consultation. Pour prévenir les risques et des complications d'AVC chez les drépanocytaires, il est important de leur faire des dopplers transcrâniens, dia suivant, et ces dopplers transcrâniens permettent de mesurer la vitesse au niveau du polygone de Willis. Il faut leur faire des contrôles ophtalmiques régulièrement à la recherche de ce qu'on appelle des rétinopathies proliférantes, parce qu'ils ont parfois des problèmes, des rétinopathies qui exposent à des complications, parfois des cécités. Il faut leur faire également des tigettes urinaires à la recherche de la microalbuminurie, qui est très important, et parce que les patients drépanocytaires sont susceptibles de faire ce qu'on appelle des néphropathies drépanocytaires qui commencent toujours par une microalbuminurie qui est positive et pouvant arriver jusqu'à une maladie rénale chronique terminale. Alors, pour la prise en charge, je vais être très rapide. La prise en charge, je vous donne le principe. Éducation, sensibilisation, formation. Sensibilisation, éducation, ce sont le rôle ou les places que les interventions des associations. Il faut impliquer les associations dans la
sensibilisation de cette maladie parce qu'elles permettent quand même de témoigner ou de passer l'information à une importante communauté de personnes. Et à côté de l'éducation et de la sensibilisation, il y a ce que vous faites comme aujourd'hui au lundi médical, la formation. La formation est très importante. Il faut former les médecins sur le diagnostic et la prise en charge de la maladie. Ensuite, il faut soigner les patients drépanocytaires qui viendront en période aiguë, donc critique, et c'est des crises vaso-occlusives, donc avec comme symptôme principal la douleur. Et cette douleur, c'est important de l'évaluer. Et pour l'évaluer, il faut associer les patients. On utilise ce qu'on appelle EVA, échelle visuelle analogique. Donc, le malade doit stadifier ou, je pourrais dire, graduer sa douleur, l'intensité de la douleur, et en fonction des résultats obtenus, on peut décider si on le met sur le premier palier ou les seconds, ou voire le troisième palier. Chez nous, au CMK, on recourt parfois au troisième palier en utilisant de la morphine et de la morphine par titration, ce que nous donnons en bolus, 0,1 mg par kilo en bolus, et puis après nous donnons 0,025 mg toutes les 5 minutes jusqu'à avoir un EVA inférieur à 4, et pendant ces temps, nous introduisons les anti-2, notamment les perfalgans, et qui aussi va prendre les relais une fois que la titration à la morphine va se terminer. Alors, nous avons les infections. Les infections sont très présentes. Les patients drépanocytaires vont mourir des infections, surtout si le diagnostic n'est pas posé. C'est pour ça que 75% des patients drépanocytaires décèdent avant l'âge de 5 ans, parce que c'est souvent les infections à répétition qui emportent l'enfant dans des tableaux, soit des méningites, soit des septicémies, ou alors des tableaux, parfois des ostéomyélites. Alors, nous avons les complications chroniques, comme je venais de les dire, il faut les dépister, il faut les prévenir, et les prévenir, c'est important. Et il faut aussi faire ce qu'on appelle l'éducation des patients qui ont déjà des complications pour pouvoir vivre avec, et surtout la prévention. Dia suivant. Alors, pour l'éducation, sensibilisation, formation, nous en avons déjà parlé. C'est très important d'expliquer aux parents, il faut parler aux deux parents pour ne pas incriminer la maman qui est responsable. La plupart de mes patients drépanocytaires que je vois ici sont souvent des patients qui viennent avec leur maman. Le papa a disparu, il a fui, il s'est remarié, il a l'impression que la maman a le mauvais sang. Donc, il faut combattre cette ignorance qui accuse aussi à tort les enfants drépanocytaires et qui les prennent pour des sorciers. Et donc, ça, c'est très important de pouvoir combattre toutes ces choses-là. Je vous montre, par exemple, là, j'ai eu récemment, je ne sais pas qui, et c'est très clair, j'ai eu récemment cette petite patiente drépanocytaire de 12 ans avec une grosse rate, vous voyez, juste au niveau de la crête iliaque. Ça, c'est ACET 3. Et c'est la patiente drépanocytaire qui a subi cet avant-midi l'embolisation de son artère splénique pour combattre l'hypersplénisme. Donc, ce sont des complications qu'on trouve. Et donc, il faut mobiliser, il faut la presse, il faut des journalistes, il faut faire des théâtres, des sketchs pour que les gens comprennent l'origine de cette maladie. Alors, crise douloureuse, je vous ai dit, les traitements commencent à la maison. Il faut éduquer les enfants, les parents des enfants drépanocytaires. Ils doivent commencer la boisson abondante pendant la crise. Les médicaments du premier palier et du second palier, on peut le recevoir à la maison. S'il n'y a pas, dia suivant, s'il n'y a pas de problème, dia suivant, et ensuite, dia suivant. OK, très bien. Donc, à domicile, on a les antalgiques qu'on utilise, du paracétamol, de l'aspirine, codéiné. Et il faut aussi, si à l'hôpital, il faut un abord veineux, c'est très important. Il faut mettre du sérum physiologique ou même parfois du G5 pour essayer d'hydrater les patients. Il faut prendre un abord veineux. Il faut éviter les injections en IM, ce n'est pas très bien. Il faut mesurer la saturation, dia suivant, pour
dénicher toute baisse de la saturation qui pourrait aggraver également la crise vaso-occlusive. Alors, il y a parfois ce qu'on appelle des soins spécialisés pour des complications. Pour ce qui est des pathologies infectieuses, nous avons les germes que je vous ai cités tout à l'heure. Il y a également le BK qu'il ne faut pas oublier. Et chez les drépanocytaires, il faut une bi- ou trithérapie antibiotique. On met généralement l'augmentin, donc un céphalosporine, et puis on a les immunoglucosides et puis les macrolides. Donc une trithérapie, c'est très bien, ça répond bien facilement. Donc vous mettez un céphalosporine injectable, un aminoacide, et puis ensuite vous mettez en péroste les macrolides. Et macrolides, moi j'aimais généralement l'azithromycine ou parfois l'érythromycine. Et si j'ai des grosses infections, je peux mettre de la vanco. Alors, dia suivant. Dia suivant. Alors, pour le soin des complications spécialisées, donc nous avons, comme je vous ai dit, toutes les différentes complications spécialisées qu'il faudrait prendre en charge avec le concours des autres médecins spécialistes des différents domaines. Et pour les mesures préventives, nous avons les diagnostics néonatals. Je pense qu'à Kisangani, au cinquantenaire, j'avais laissé un lot important des CT scans, des tests rapides. J'espère que vous les utilisez. Et ça permet de poser déjà les diagnostics avant même la survenue des complications. Il faut une prophylaxie à la pénicilline qui est très importante, qui permet de réduire les risques infectieux chez les drépano, en plus de la vaccination spécifique, notamment anti-hémophilus et anti-pneumocoque. Un suivi régulier, l'éducation thérapeutique des parents après hydroxyurée. Alors, l'hydréase, c'est très important. L'hydréase, c'est la seule molécule aujourd'hui qui permet de réduire l'hémoglobine S, donc d'augmenter l'hémoglobine F et de réduire tous les effets de la vaso-occlusion, notamment les cellules qui sont activées, qui circulent. Nous avons parlé de la fois passée des microparticules, des globules rouges. Nous avons vu tout ce qu'il y avait comme phénomène inflammatoire, procoagulation au niveau vasculaire par l'activation des cellules activées, mais également de l'endothélium vasculaire. Donc, c'est très important de recourir à l'hydréa qui agit sur tous ces différents phénomènes qui accompagnent la maladie drépanocytaire. Dia suivant. Ensuite, les mécanismes d'action de l'hydréa est très connu aujourd'hui, même si on ne comprend pas exactement comment elle agit, mais toujours est-il que l'hydroxyurée permet d'empêcher la formation des polymères entre deux molécules d'hémoglobine S, formant ainsi des hybrides, et donc des globules rouges qui contiennent à la fois des chaînes bêta-S, mais également des chaînes GABA. Conséquence, ne pourra pas se polymériser dans des contextes d'hypoxie. Cas suivant. Alors, on va passer au Dr Igor. Alors, donc, comme je disais tantôt, les effets bénéfiques de l'hydréa sont là, réduire la douleur, réduire les risques de mortalité, comme autre phénomène d'hémolyse, mais également le coût médical de prise en charge, et puis augmente aussi, améliore l'état physique du patient, parce qu'on pense aussi que l'hydréa stimule l'appétit. Alors, la suivante, la transfusion sanguine reste quand même un élément important. Il faut transfuser l'enfant drépanocytaire. Mais quand est-ce qu'il faut le transfuser? Il faut le transfuser lorsque les indications transfusionnelles sont réunies, parce que ce que nous remarquons en RTC, par exemple, 80% de nos patients drépanocytaires sont polytransfusés. Et conséquence, ils sont exposés aux risques viraux, donc des contaminations post-transfusionnelles, notamment les hépatites, mais aussi le VIH. Donc, il faut un typage élargi chez des patients drépanocytaires polytransfusés pour éviter aussi les risques des hémolyses post-transfusionnelles. Bien suivant. Alors, quand est-ce que je transfuse mon patient drépanocytaire? Je les transfuse quand j'ai un taux d'hémoglobine des bases qui a diminué au-delà de 2 grammes avec des signes cliniques d'intolérance. Alors là, je les transfuse.
Ou alors, je vois des signes d'intolérance avec crise de séquestration splénique. Donc là, c'est un choc anémique, je dois absolument le transfuser. Ou alors, lorsque vous avez une crise thoracique aiguë, parce que c'est une crise qui pourra emporter les patients, les syndromes thoraciques aigus, et là, c'est aussi une indication de la transfusion sanguine. Les AVC, je vous ai dit tout à l'heure, les patients drépanocytaires font des AVC. Alors, dans le cas des AVC, il est conseillé de faire ce qu'on appelle des échanges transfusionnels chez des patients drépanocytaires. Nous le faisons manuellement, c'est-à-dire d'un côté, on les saigne et de l'autre côté, on le transfuse. C'est une technique qui est tout à fait simple, mais qui nécessite une certaine habileté. Et puis, il faut le faire correctement pour ne pas mettre les patients en danger. Et quand le patient drépanocytaire doit être opéré, c'est aussi conseillé de le transfuser parce qu'ici, il y a une chose qui est importante, la transfusion réduit le pourcentage d'hémoglobine S en dessous des 40% et l'échange transfusionnel 30%. Cas suivant. Cas suivant. Alors, la prise en charge concerne, comme je vous ai dit, les traitements des fonds, il est connu. Il faut l'acide folique régulièrement. Il faut que l'enfant prenne l'hydréal. L'hydroxyurée, moi, je les commence en raison des 15 mg par kilo. Vous prenez 15 mg par kilo et vous avez la dose journalière et vous multipliez ça par 7 pour avoir la dose hebdomadaire et vous répartissez les comprimés en semaine. Ensuite, vous devez déparasiter les patients drépanocytaires. Il n'y a pas de problème de régime alimentaire, il doit tout manger. Et en cas de carence à fer, il faut mettre aussi un apport ferrique et une prophylaxie à la pénicilline qui est très important, recommandée. Moi, j'amène parfois, je l'ai fait jusqu'à l'âge de 12 ans, 15 ans. Ça dépend aussi de l'origine familiale, des conditions socio-économiques du patient. Mais aussi, il faut une vaccination spécifique telle que nous avions évoquée. Dia suivant. Alors, pour terminer, ce qui est important aujourd'hui, il est clairement démontré qu'une meilleure prise en charge de la drépanocytose passe par les dépistages précoces. Et la période néonatale est la période la plus adéquate parce qu'elle vous permet de poser les diagnostics avant la survenue des premiers symptômes de la maladie. L'autre avantage du dépistage néonatal, c'est que vous pensez très tôt la pénicillinoprophylaxie couplée à la vaccination spécifique. Et ça, c'est très important. L'enfant va commencer à prendre déjà son Prévenard 13 en 3 mois, 6 mois, 9 mois, et puis en 1 an, 1 année, et puis après tous les 2, 3 ans. Et ce qui est important aussi, c'est que ça permet un suivi régulier. Et aujourd'hui, quand on dépiste très tôt, on réduit les risques et les mortalités de la drépanocytose. En RDC, chaque année, il y a 50 000 enfants qui naissent et plus de la moitié ne voient pas leur 2e année. Donc, c'est ce qui est vraiment difficile et qui fait que c'est une maladie qui est complètement ignorée aussi bien par le personnel soignant que par les communautés. Alors, il faut un suivi régulier des protocoles concernés pour quand vous avez des patients drépano cinquantenaires, n'hésitez pas à m'appeler, on peut partager l'expérience. Et vous avez aussi, aujourd'hui, ce on conseille en milieu rural, c'est aussi avoir ce qu'on appelle faire ce qu'on appelle l'adoption par les sangs. C'est-à-dire identifier une personne qui soit donneur AA et qui a quand même une certaine vie de cohérence et qui est checkée assez souvent, tous les 3 mois, ou 6 mois, cette personne pourrait être les parrains donneurs du sang d'un enfant drépanocytaire identifié. Ça aussi, ça permet d'éviter les risques, mais ça c'est surtout en milieu rural, je le dis bien, et ça permet d'éviter les risques transfusionnels. Donc du coup, la sécurité transfusionnelle est très importante. Quand vous avez un patient drépanocytaire polytransfusé, il faut vous rapprocher du docteur Kambale qui fait un travail qui est intéressant sur la recherche des anticorps irréguliers chez les drépanocytaires. Et donc ça, quand vous avez des RAI positifs, ça veut dire qu'il faut faire très attention avec la qualité du sang que vous allez utiliser chez les patients drépanocytaires. Du coup, il est conseillé de faire un phénotypage élargi pour pouvoir minimiser les risques transfusionnels chez un patient polytransfusé. Il faut une prise en charge multidisciplinaire, il faut mobiliser les moyens
pour que les enfants drépanocytaires assistent à une prise en charge de qualité. Dia suivant, je pense que quand vous avez tout fait, vous avez suivi le petit drépano qui a été dépisté à temps, et cela pourrait faire plaisir à son médecin qui va faire un bon sourire, et l'enfant également, y compris les parents, pourront également faire un sourire. Merci beaucoup de votre attention. Voilà, nous remercions beaucoup Dr Parent pour cet exposé qui a été vraiment enrichissant. C'était important que nous puissions le reprendre cet après-midi parce que l'autre fois, nous avions eu un petit souci de son. Nous pensons que cet après-midi, nous avons eu quand même une bonne qualité de son et nous avons quand même été enrichis. Au-delà de l'introduction, l'orateur du jour a parlé de la définition de la maladie. Il a essayé un peu de brosser sur la distribution géographique. Il a parlé de la physiopathologie, l'examen physique, le bilan biologique, ainsi que le diagnostic positif. Et il a terminé par la prise en charge, notamment l'éducation, la sensibilisation, la formation, la prise en charge des crises vaso-occlusives, la prise en charge des infections, la prise en charge des complications, ainsi que les moyens de prévention. Maintenant, nous allons passer au jeu de questions et réponses. Nous allons commencer par la préoccupation d'un confrère qui est à Kinshasa, qui n'a pas pu participer, mais qui avait déjà posé sa question. C'est Dr Roland Mpolecha. Il a posé une question par rapport... Il voulait savoir pourquoi actuellement on est en train de proscrire le fer. Docteur Baron. OK. Alors, les fer, l'utilisation ou le recours au fer chez un patient drépanocytaire doit avoir des indications. Je vous ai dit tout à l'heure que les patients drépanocytaires, surtout ceux qui ont les sous-phénotypes hémolytiques, sont polytransfusés. Conséquence, ils se retrouvent avec ce qu'on appelle l'hémochromatose, donc un excès de la surcharge en fer, et qui est également une complication qu'il faut prévenir chez les patients polytransfusés. Et il existe aussi un schéma thérapeutique de prise en charge de l'hémochromatose, et ça c'est très important de rechercher, de mesurer ou de doser la ferritine chez les patients drépanocytaires. Alors maintenant, si vous avez la carence en fer chez un drépanocytaire, comment vous le détectez? Vous avez un VGM qui est très bas. Le VGM est très bas, mais quand vous dosez la ferritine, vous avez une ferritine effondrée. Vous avez un fer sérique qui est très élevé et la transférine également. Le fer sérique est diminué, donc effondré. Par contre, la transférine élevée. Cela oriente vers une anémie par carence en fer et dans lequel cas, il faut absolument supplémenter les patients drépanocytaires avec du fer. Mais si le patient drépanocytaire est polytransfusé et que vous avez dosé sa ferritine qui est très élevée, donc ça ne sert à rien de lui donner les fers. C'est pour ça qu'il faut proscrire le fer chez ces patients-là qui ont déjà eu une certaine surcharge en fer et pour ne pas les exposer à développer davantage la complication de l'hémochromatose. OK, merci. Je ne sais pas si dans la salle il y a des questions pour le docteur Dadi. Oui, docteur Baron, bonjour. Je suis très ravi de vous revoir. Ah, bonjour, docteur Dadi. Je voudrais d'abord vous remercier parce que la semaine passée, nous avons fêté les 3 ans de lundi médical, une initiative que vous avez commencée depuis le mois de 2017. Donc aujourd'hui, ça fait 3 ans et c'est une initiative qui a de plus en plus de succès. Vous pouvez le constater, il y a maintenant des participants à travers la République. Et même au-delà des frontières de la RDC, nous avons des collègues qui sont au Sénégal, en Afrique du Sud et partout, qui sont en ce moment même en ligne en train de nous suivre. Donc, c'est vraiment une initiative pour laquelle nous pensons que nous devons vous dire merci, étant donné que vous êtes l'initiateur du projet. Voilà. Donc, au-delà de cela, j'ai quelques préoccupations. Certaines ont trouvé la réponse à travers la première question qui a été posée ici. Néanmoins, la première question que je voudrais vous poser, c'est lorsque vous avez parlé de la carence ou de la faiblesse des taux d'hémoglobine F chez les malades drépanocytaires
dans les 6 premiers mois de la vie. Est-ce que la carence ou la faiblesse du taux de l'hémoglobine F a une implication dans la clinique? Ça veut dire, si vous avez 2 patients, un qui a un taux donné et un deuxième qui a un taux plus élevé que les premiers, quelle est la manière dont les 2 patients vont évoluer dans les temps? Ça, c'est la première question. Alors, la deuxième question, c'est en rapport avec la thalassémie, parce que vous l'avez évoqué à un moment dans votre présentation. Est-ce que c'est un syndrome qui est suffisamment répandu ici à RDC? Dans votre expérience, avez-vous déjà suivi des patients qui sont atteints de thalassémie ici en RDC? Parce que classiquement, c'est un syndrome qui est plutôt décrit autour du pourtour méditerranéen. Voilà. La troisième question, je ne sais pas, peut-être que vous en avez parlé, je vais m'excuser si vous en avez parlé avant. Quelles sont les bases physiologiques du dépistage néonatal? Parce que je n'ai jamais compris pourquoi il est vraiment très important de dépister en période néonatale. Et la dernière préoccupation, si vous pouvez nous rappeler vraiment un rappel sur les indications de l'hydréa chez les patients qui sont atteints de la drépanocytose. Merci. Ok, docteur Baron, vous pouvez... Merci beaucoup, docteur Dadi. Oui, merci beaucoup, docteur Dadi. Vous savez, je suis très content de vous voir parce que la chose la plus importante dans la vie, c'est pérenniser une action. Vous savez, commencer une action, tout le monde peut le faire, n'importe qui peut le faire, mais pérenniser une action dans le temps et réserver une petite poignée de personnes qui ont un rôle, un grand leadership et qui permet d'aller de l'avant. Et ça, je tiens à vous féliciter avec tout l'ensemble du comité de gestion, et docteur Edoum également, d'avoir maintenu cette rencontre lundi médicale. C'est très intéressant. Je pourrais même aussi, à l'occasion, faciliter les contacts avec les autres intervenants du Nord qui souhaiteraient aussi échanger avec vous sur divers thèmes que vous allez choisir. Question tout simplement de m'envoyer votre planification des lundis médicaux de 3 mois, par exemple, les 3 prochains mois. Quels sont les thèmes qui vous sont importants? Je pourrais chercher dans ma petite base de données des intervenants Bazungu qui pourront aussi partager, ou même les Congolais qui évoluent à l'étranger. Comme ça, on peut permettre à ce que la technologie rapproche davantage la science. Et comme vous le savez, la science appartient à celui qui a lu le dernier. Donc, félicitations à vous pour cette initiative que vous avez maintenue. Alors, je vais rapidement répondre aux questions. Je commence par la dernière question. Aujourd'hui, moi, je mets de l'hydréa à tout le monde. Tous les patients drépanocytaires, je donne de l'hydréa. Pour une raison très simple. L'hydréa a des effets bénéfiques qui sont, en plus d'augmenter la synthèse d'hémoglobine F, l'hydréa réduit tous les phénomènes inflammatoires vasculaires qu'on trouve dans la drépanocytose en cas de crise. Et il réduit également la circulation des microparticules qui sont libérées par hémolyse. Lorsqu'il y a hémolyse, il y a des microparticules qui sont libérées. Et puis, lorsqu'il y a falciformation de globules rouges, il y a ce qu'on appelle la surexpression des phosphatidylsérine, qui est un facteur, qui est une protéine procoagulante et qui confère justement à la maladie drépanocytaire l'état des procoagulations qui la caractérise. Alors, donc ça, c'est très important d'utiliser, de recourir à l'hydréa. Avant, il y avait certes des indications, parce que comme c'était une molécule qui n'était pas très, très bien connue et qui coûtait très cher, jusqu'à aujourd'hui, ça coûte cher, ce n'est pas tous les patients qui ont ça. Excusez-moi. Et donc, comme il n'y a pas, ce n'est pas tous les patients drépanocytaires qui ont la possibilité d'avoir l'hydroxyurée, donc du coup, c'était quand même réservé à des indications spécifiques. Par exemple, les patients drépanocytaires qui avaient fait un AVC pouvaient être mis sous hydréa. Un patient drépanocytaire qui avait fait un syndrome thoracique aigu devait être mis sous hydréa. Un patient drépanocytaire qui avait une grosse rate ou qui avait des complications à répétition devait être mis sous hydréa. Aujourd'hui, moi, ce que je vous conseille, il faut mettre l'hydréa à tous les patients drépanocytaires. Et c'est très simple. Vous commencez par 15 mg kilo. Alors, on prend un enfant X qui pèse 20 kg. Vous prenez 15 fois 20, vous avez la dose maximale journalière.
Et maintenant, cette dose-là, vous la multipliez par 7 pour avoir la dose hebdomadaire. Parce que les comprimés d'hydréa que nous avons sur le marché sont des comprimés de 500 mg. Admettons que l'enfant Mutombo qui a 2000 mg d'hydréa par semaine, donc ça veut dire qu'il aura 4 comprimés d'hydréa par semaine. Alors, vous pouvez faire lundi, mardi, il prend un comprimé, lundi, un comprimé mardi, mercredi, repos, jeudi, un comprimé, samedi, dimanche, repos. Donc, vous avez réparti la dose hebdomadaire et en lui donnant la chance d'avoir toute la dose qu'il faut. Alors, après, une fois que vous avez démarré l'hydréa, il faut suivre, il faut les éléments de surveillance, il faut l'hémogramme, et puis commencer à suivre aussi l'augmentation de l'hémoglobine F. Et ça, vous allez le voir. Plus l'hémoglobine F augmente, plus aussi vous augmentez la posologie. Si vous avez commencé par 15 mg par kilo, vous pouvez ajouter 17,5. Un mois après, vous êtes à 20 mg. Vous regardez aussi l'hémoglobine F qui augmente. Vous êtes à 22 mg par kilo. Vous regardez l'hémoglobine F. Une fois que vous avez atteint le plateau de l'hémoglobine F, c'est-à-dire un taux d'hémoglobine F qui n'augmente plus, en ce moment-là, vous avez atteint la dose maximale tolérable. Et ça, c'est une notion qui est très, très expérimentée actuellement et qui est très importante, c'est que c'est une dose pour laquelle l'hydroxyurée a des effets bénéfiques pour votre patient et qui n'est pas toxique pour lui. Alors, vous vous arrêtez là. Ça, c'est très important. Mais si vous avez, par exemple, atteint une dose, vous avez des effets comme diminution du taux d'hémoglobine de base, les plaquettes, les globules blancs, en ce moment-là, vous réduisez la dose pour avoir la dose précédente, où vous pouvez même arrêter un tout petit peu, mais vous reculez, vous allez trouver la dose maximale tolérable. Donc, la 4e question, l'indication de l'hydroxyurée, aujourd'hui, il faut le mettre à tous les patients drépanocytaires. C'est ce que moi, j'ai fait actuellement. Alors, la 2e question, les taux faibles d'hémoglobine F, est-ce que c'est un facteur prédictif de la sévérité de la maladie? Je dirais oui. Les patients drépanocytaires, c'est pour ça, vous qui êtes pédiatre, quand vous avez un patient drépano, vous lui posez la question, maman, moi, nanayo, maboko yevimbati, quand pour la première fois, il avait 3 mois. Alors, vous vous dites déjà, ça veut dire que cet enfant, c'est un enfant drépanocytaire qui a un taux d'hémoglobine F bas. Cela veut dire qu'il aura une expression clinique beaucoup plus sévère, comparé à un drépanocytaire qui a sa première crise à 1 année. Vous voyez, celui d'1 année, ça veut dire qu'il a encore un taux d'hémoglobine F élevé dans le sang qui le protège vis-à-vis de la polymérisation de l'hémoglobine S. Donc, c'est un facteur important, c'est un indicateur des prédictions de la sévérité de la maladie, même si parfois, on ne sait pas toujours dire exactement est-ce que vraiment cet enfant qui a eu sa première crise 6 mois plus tard ou 10 mois plus tard, mais il a eu une expression clinique beaucoup plus sévère parce qu'à côté, n'oubliez pas, cette hémoglobine F elle-même est régulée par des gènes qui synthétisent cette hémoglobine en grand nombre. Donc, on peut avoir produit beaucoup d'hémoglobine fœtale pendant la période néonatale et ça vous prolonge jusqu'au-delà des 6 mois, mais après, lorsque le relais est pris par les autres gènes qui influencent la synthèse d'hémoglobine F, n'est pas fort, n'est pas très fort, vous pouvez aussi avoir des facteurs, des taux d'hémoglobine F qui sera bas. Donc, du coup, la clinique, c'est surtout la sévérité de la maladie drépanocytaire. Donc, ça, c'est très important de demander quand est-ce qu'a eu lieu la première crise drépanocytaire chez un enfant. Alors, pour parler de l'alpha-thalassémie, c'est dans notre expérience, dans une cohorte des patients suivis à Montpellier avec le professeur Léon Timolo, on avait ressorti 30 à 35% des patients drépanocytaires congolais qui avaient l'alpha-thalassémie. Et là, c'est très facile à découvrir. C'est lorsque vous avez un VGM très bas, vous avez l'hémoglobine A2 en dessous des 2%. C'est pour ça qu'il faut avoir les fractions de l'hémoglobine. Et puis, vous avez la ferritine qui est normale, les fers sériques normales et les transférines normales. C'est-à-dire, vous excluez la possibilité d'avoir une carence en fer. Pas de carence, l'absence d'une carence en fer avec un VGM bas, hémoglobine A2 bas, oriente vers
l'alpha-thalassémie. En ce moment-là, il faut faire l'examen génétique pour pouvoir rechercher la délétion. Hein, dans l'alpha-thalassémie, on parle de délétion. Ça peut être une chaîne, une délétion, ou deux délétions, trois délétions, ou quatre délétions. Donc ça, c'est très important. Toujours est-il que nous avons trouvé 30 à 35% d'alpha-thalassémie chez des patients drépanocytaires congolais. Mais la bêta-thalassémie, on n'a pas trouvé. Effectivement, c'est ce que je disais tantôt au début de mon exposé. Là, on le trouve fréquemment en Ouest Afrique. Là, on a parfois des patients qui viennent du pourtour méditerranéen et qui pourraient transporter ou qui pourraient être porteurs du gène de la thalassémie, bêta-thalassémie. Alors, la base physiologique, physiopathologique, physiologique du dépistage néonatal, alors ça c'est très simple. Alors, aujourd'hui, il existe deux techniques de dépistage. Soit on fait en période anténatale, c'est-à-dire l'enfant est encore dans le ventre de sa mère, on fait la myosynthèse et puis on essaye d'obtenir que l'enfant produit en période néonatale, en période intra-utérine. Alors, en ce moment-là, on sait qu'on peut avoir l'hémoglobine S. Donc, on pose un diagnostic anténatal. Mais le risque d'un diagnostic anténatal, c'est souvent l'autre revers de la médaille que les gens ne parlent pas, l'avortement. On tue l'enfant, on va le tuer. Alors, ce qui n'est pas bien. Nous souhaitons le dépistage néonatal parce qu'à la naissance, on sait déjà que l'enfant est SS. Alors, le base, c'est que à la naissance de l'enfant, même si l'enfant n'a pas, ne produit pas encore l'hémoglobine A, mais on trouve déjà l'hémoglobine S. Or, chez une personne, un enfant AA, on ne trouve que l'hémoglobine A en petite quantité avec l'hémoglobine F. Mais chez un enfant drépanocytaire, on trouve chez lui l'hémoglobine S avec l'hémoglobine F. Et c'est ce qui donne ces profils qu'on appelle profil FS. Par exemple, quand on fait l'iso-électrofocalisation, on le voit. Et quand on fait, par exemple, l'électrophorèse de l'hémoglobine, on voit les différentes courbes. On voit après les grands pics de l'hémoglobine F, on a un petit pic qui suit, c'est l'hémoglobine S, et puis on a les pics de l'hémoglobine A2. Donc, et puis les tests rapides que nous avions là qui sont gagnés, ce sont des tests qui ont démontré aussi leur efficacité en période néonatale, même si on a un taux d'hémoglobine F très élevé, mais c'est quand même un test rapide qui est très fiable parce qu'il permet d'identifier la présence de l'hémoglobine S. Voilà. Merci. Nous remercions Dr Barra pour avoir Merci. Préoccupation de Dr Dadi, le médecin directeur. Je ne sais pas s'il y a une autre préoccupation. Avant cela, nous allons demander votre autorisation, qu'on puisse un peu glisser pendant 10 minutes, comme c'est important, si vous le souhaitez. Et nous allons autoriser juste une question pour que nous puissions clôturer. Dr John, le médecin-chef de staff, a une préoccupation. Merci beaucoup. Je remercie Dr Baron, c'est Dr John. Hein? Merci. Je voulais savoir, c'est une question. Oui, Dr John, merci. Merci beaucoup. Alors, j'ai une préoccupation. Ici, je vis dans une structure de la place ici. Hein. Il y a un enfant drépanocytaire qui avait une rate avec un volume important. Alors, ils ont décidé de faire vraiment radicalement une ablation de cette rate-là parce qu'il faisait beaucoup de crues, de séquestrations avec anémie qui demandait des transfusions. Alors, ils ont décidé de faire une splénonectomie. Alors, je ne savais pas, je n'avais pas de pronostic par rapport à ça. Je ne sais pas que dites-vous par rapport à cette attitude. Merci. OK. Merci beaucoup, Dr John. Je vois M. Rotin que j'ai salué aussi en passant. Alors, je disais tantôt, effectivement, quand on a une grosse rate comme ça avec hypersplénisme, les traitements, soit vous l'enlevez, vous faites une splénectomie, ou soit vous faites l'embolisation partielle. Ce qu'on a fait ce matin avec notre patient drépano au CMK. Alors, l'avantage de l'embolisation artérielle, c'est que c'est une technique qui est très rapide et qui n'est pas très compliquée,
mais qui est contre-indiqué lorsqu'on a des abcès spléniques chez les DREPA. Donc, il faut une très bonne échographie pour rechercher les abcès spléniques, lesquels contre-indiquent les recours à l'embolisation. Alors, si on ne sait pas faire l'embolisation artérielle, on peut faire la splénectomie. Je pense que c'est une attitude qui est tout à fait correcte. Il faudrait bien indiquer, il faudrait qu'il y ait une bonne indication de cette splénomectomie, mais dans ces conditions, comme vous me le décrivez, je pense que c'est bien pensé de faire une splénectomie. OK, merci. Nous allons passer au laboratoire d'un de nos biologistes médicaux. Il va peut-être poser sa question. Une seule question, s'il vous plaît. Merci, Dr Baron. Moi, c'est Lamas des laboratoires. Nous vous disons simplement… Bonjour, Lamas. Oui, oui. Pourquoi vous aviez insisté lors des crises ophtalmiques de faire seulement la microalbuminérie? Or, dans la tigette urinaire, nous savons très bien qu'il y a d'autres paramètres tels que leucocytes et autres que vous connaissez plus que moi, qui est aussi très importante. Et aussi, dans l'hémogramme, vous avez insisté seulement sur le VGM. Et pourtant, dans l'hémogramme, il y a les globules blancs et autres qui s'avèrent aussi être très importantes. Docteur Baron, on va prendre, je pense que vous avez fini, hein? OK. Nous allons prendre aussi la deuxième question de Dr Déo. Oui, j'ai noté. Oui, on prend directement la question de Dr Déo et puis Dr Trésor, qui par rapport, vous allez répondre. Bonjour, Dr Baron. Ma préoccupation est en rapport avec la greffe de la moelle osseuse. Quelle serait l'importance ou l'apport de la greffe de la moelle osseuse chez un drépanocytaire? Et on prend la troisième question avec Dr Trésor. Oui, merci beaucoup. Bonjour, Dr Baron. J'aimerais… Voilà, lorsque vous étiez en train d'exposer, en cas d'AVC chez les drépanocytaires, vous avez parlé de procédés saigneux-transfusion. Bon, je n'ai pas bien compris quel serait l'apport de ces processus de saigneux-transfusion en cas d'AVC chez les drépanocytaires. Voilà, docteur Baron, vous répondez d'abord à ces trois préoccupations. Je ne sais pas, docteur Lilian, on va passer aussi à docteur Lilian si elle aura quelque chose. Docteur Baron, vous avez la parole. Merci beaucoup pour les trois questions. Je commence par la dernière question. L'échange transfusionnel manuel, c'est une technique qui consiste à réduire l'hémoglobine S en dessous des 30% en utilisant le procédé des saignées et transfusions concomitamment. Alors, c'est parce que l'objectif, c'est d'échanger les volumes, je dirais, trois quarts ou voire 3/5 du volume sanguin du patient drépanocytaire. C'est ça l'objectif, c'est-à-dire vous les saignez d'un côté parce qu'il faut prendre deux abords veineux. Dans le premier abord veineux, vous saignez le patient à un rythme qui est compensé par la transfusion de l'autre côté qui coule en même temps que l'albumine à 5% pour pouvoir garder la volémie. Alors, parce que de l'autre côté, vous saignez du sang total, c'est le sang qui sort avec du plasma. Je pense que Lamas se rappelle de son cours de biologie. Le sang comprend deux parties, plasma et puis les éléments figurés. Mais quand vous transfusez, vous ne transfusez que le culot érythrocytaire. Donc, du coup, il faut suppléer les déficits volémiques en mettant de l'albumine à 5%. Mais il arrive des fois, moi, quand je fais des échanges transfusionnels ici au SAMCAC, je n'ai pas l'albumine à 5%, j'utilise les sérums physiologiques. Alors, c'est-à-dire, vous saignez les malades, vous les saignez d'un côté et vous les transfusez de l'autre côté. Et les malades doivent être monitorés il est sous scope et vous suivez tous les différents paramètres. Avant les débuts de l'échange transfusionnel, on lui donne 1 gramme de calcium qu'on va redonner aussi en post-échange transfusionnel. Et c'est une technique
qu'on pourra discuter une autre fois, si vous voulez. Machine, donc avec machine qu'on appelle l'érythroplasmaphéresis. Donc, et ça, c'est le centre hospitalier Mon Docteur Bobo qui est passé par là une fois, une machine qu'on utilise et qui permet d'échanger les sangs. C'est la même stratégie qu'on utilise quand on fait les échanges plasmatiques. Chez des patients qui ont des lupus, on peut, ou le leucémie, ça dépend des plaquettes, on peut donner au patient ce dont il a besoin et en échangeant. Donc, c'est une technique assez simple qui permet de réduire la concentration de l'hémoglobine S en dessous de 30%, tout en maintenant son taux d'hémoglobine à 8, parce que chez un drépanocytaire, on ne doit pas dépasser le taux de 10,5, sinon il va faire l'hyperviscosité qui va entraîner la crise. Deuxième question sur la greffe osseuse, et c'est une technique, aujourd'hui, c'est la seule technique qui guérit la drépanocytose à côté de la thérapie génique. Donc, c'est les deux techniques qui guérissent la drépanocytose aujourd'hui dans le monde, la greffe de la moelle osseuse, et qui est en réalité une transfusion qu'on fait parce qu'on prend le greffon, c'est-à-dire la moelle du frère compatible, on va essayer de transfuser chez les drépanocytaires après lui avoir supprimé toute sa défense organique. La première question de la masse qui consistait à la préoccupation de savoir pourquoi on est regardé que la microalbuminurie, parce que quand on arrive au stade des protéinuries chez un drépanocytaire, cela veut dire qu'on est déjà fortement avancé. La protéinurie est un facteur de mauvais pronostic, c'est un facteur d'aggravation et d'évolution rapide vers la maladie rénale chronique terminale. Donc, il faut agir en amont en recherchant une microalbuminurie et qui pourrait déjà vous dire que nous sommes déjà en train d'assister à une petite néphropathie drépanocytaire au stade 3 qui commence déjà à s'installer. Évidemment, je suis d'accord avec vous, il faut regarder le leucocyte. S'il y a des infections urinaires, une leucocyturie qu'il faut rechercher aussi, mais le plus souvent, c'est la protéinurie qu'on recherche pour ne pas exposer. J'ai deux patients qui ont des syndromes. OK? Oui. Quelqu'un était en train de crier. Donc, je pense que j'ai répondu à la question. Ouais. OK, merci beaucoup. Nous évoluons déjà à la fin. Docteur Liliane, vous avez une contribution parce que je vous ai vu en train de bouger la tête. Est-ce que vous avez une contribution par rapport aux aspects néphrologiques de la drépanocytose? Si vous pouvez activer votre micro. Oui, bonjour tout le monde. Merci, Dr. Baron, pour votre présentation qui était claire et compréhensible. Je n'ai pas vraiment beaucoup de préoccupations. C'était juste par rapport à la prise en charge des crises douloureuses de la maladie. Vous avez parlé de la codéine. Donc, les patients peuvent commencer déjà à prendre codéine à la maison. Et vous savez tous que les effets rénaux des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont médiés par l'inhibition des COX, donc des cyclooxygénases qui diminuent la synthèse des prostaglandines. Et en cas de diminution des débits de filtration glomérulaire qui est fréquent chez nos patients drépanocytaires, et dans notre milieu, on n'arrive pas à dépister déjà à l'avance la complication rénale chez nos patients. Est-ce que vous tenez compte de la dose de codéine, des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Déjà, nos patients utilisent ça, nos patients drépanocytaires utilisent d'une manière abusive déjà à la maison par rapport à leur crise douloureuse de la maladie. Est-ce que vous tenez compte de la dose? Puisque la codéine, déjà, sa demi-vie d'élimination est d'environ 4 heures. Et en cas
c'est plus à 18 heures chez les patients qui ont déjà une altération de la fonction rénale. Est-ce que vous tenez compte de l'ajustement de la dose des anti-inflammatoires? Est-ce que vous éduquez nos patients drépanocytaires par rapport à l'utilisation des anti-inflammatoires non stéroïdiens? Merci. Okay. Merci beaucoup, Dr Liliane. Bonjour depuis Kinshasa. Alors, c'est une très bonne question. En fait, pas forcément chez les patients drépano, hein. Aujourd'hui, chez tous les patients, diabétiques, hypertendus, tout patient qui se retrouve en déshydratation, il est contre-indiqué de donner l'anti-inflammatoire non stéroïdien. À l'occurrence, les drépanocytaires hein, qui sont parfois déshydratés, donc il faut les manipuler avec beaucoup de prudence parce que quand il y a déshydratation, ce qui se passe au niveau rénal, c'est très simple, c'est qu'on a une vasoconstriction de l'artériole efférente et puis on a une vasodilatation de l'artériole afférente pour pouvoir maintenir le taux de filtration glomérulaire. Et quand vous donnez l'anti-inflammatoire, ce que vous inversez les pressions et vous pouvez précipiter la survenue d'une insuffisance rénale aiguë. Et chez les patients drépanocytaires, je l'ai même dit tout à l'heure, j'ai dit il est conseillé aux patients depuis la maison de beaucoup boire, boissons abondantes. C'est justement pour remédier à la question de la déshydratation. Et puis quand ils sont à l'hôpital, une fois qu'on a pris un abord veineux, il faut réhydrater les patients parce que quand vous allez utiliser les anti-inflammatoires non stéroïdiens, ça va être utilisé sur un terrain qui n'est pas déshydraté, qui n'est plus déshydraté. En ce moment-là, vous évitez les risques de la survenue d'une maladie, d'une insuffisance rénale aiguë. Voilà, nous remercions la participation de nous. Particulièrement, nous remercions l'orateur du jour qui a accepté de faire cette séance sur la prise en charge de la drépanocytose en 2 temps. L'autre fois, nous avions eu un problème de son et nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons eu une bonne qualité de son et tout le monde a pu avoir quelque chose. Et nous notons que par rapport à l'indication de la transfusion, on nous a dit qu'il faut connaître l'hémoglobine de base pour tous nos patients drépanocytaires. S'il y a une diminution au moins de 2 grammes % de l'hémoglobine, c'est à ce moment-là qu'il y a indication avec les autres indications spécifiques qu'on nous a signifiées. Nous pensons qu'avec cet exposé, nous avons été mis à jour, chacun a eu sa part, a pu s'informer, se documenter par rapport à la prise en charge de la drépanocytose, du diagnostic jusqu'à la prise en charge. Nous remercions particulièrement Dr Baron qui, malgré ses multiples occupations, il était en pleine séance de consultation. Il a accepté d'animer cet exposé sur la prise en charge de la drépanocytose. Il a accepté de partager avec nous. Dr Liliane, qui est en pleine spécialisation à l'université de Cheikh Anta Diop au Sénégal, qui est en train de faire la néphrologie. Merci pour votre participation. Il y a aussi Dr Jean-Luc, chez qui nous nous excusons parce qu'il est déjà 15h13. Nous allons vous passer les coordonnées de Dr Baron. Vous allez poser vos questions. Et nous remercions en passant aussi la direction et particulièrement le médecin directeur pour son accompagnement de cette activité qui est combien si importante pour la formation du personnel technique. Le lundi prochain, le rendez-vous est pris avec la dentisterie. Nous soignons. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Est-ce que c'est beau? Ça se fait bien? Et comment il faut y parvenir? Les soins bucco-dentaires seront avec le service de la dentisterie pour que nous puissions aussi bien nous mettre à jour, mais aussi avoir les informations claires et précises par rapport à nos soins. Parce que nous consultons, nous faisons les soins infirmiers, mais quelle sorte d'haleine ou bien la dentition, qu'est-ce que nous exprimons? Donc, le rendez-vous est pris le lundi prochain à 14h pour les soins bucco-dentaires. Bon après-midi chez vous. C'est bon.
Ça, c'est déjà les câbles de lundi médical. Papa, m'y préparer, hein? Anachichia Kalunga mimi na watu chini. Ya comédie. Hapo tunazoni sawa. Haona mtu hapo. Haona mtu hapo baron. Maintenant, on m'a abandonné. Jamal qui est où? Jamal. Jamal.